Alors 27 livres en une phrase, ça va être chaud, mais on va essayer quand même. Donc ouais, on va essayer. Let's go. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres et de trucs plutôt fun de manière générale. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, bah n'hésitez pas en fait à vous abonner, à liker la vidéo si vous l'aimez, à commenter en fait, à faire des remarques si vous trouvez qu'il y a des choses à rajouter ou à compléter ou à modifier. N'hésitez pas, je suis preneuse de toute critique, je les prends de manière constructive en général, donc n'hésitez surtout pas. Ça me permet aussi de voir un peu si mes vidéos sont bien reçues, si je dois ajouter des trucs ou pas, et ça me donne aussi la force de continuer ce que je fais parce que du coup je me dis que ça intéresse finalement. Bref, dans cette vidéo, j'avais envie de vous refaire le fameux challenge un livre, une phrase que j'avais déjà tenté en milieu d'année 2022 de mémoire. Le principe consiste en fait à décrire un livre qu'on a lu en une phrase. C'est Daily Debbie qui l'a fait pour la première fois sur sa chaîne et j'ai vu. Après, du coup, je me suis inspirée de son format pour essayer de proposer un truc pareil. Pour le semestre 1 2022, j'ai déjà fait une vidéo, un livre, une phrase, où j'essayais tant bien que mal de résumer chaque livre avec une phrase pour vous donner envie ou pas de le lire. Et cette fois-ci, je vais m'attaquer au deuxième semestre de l'année 2022 où du coup, je vais essayer de refaire le même exercice. Et puis, ben, j'espère que ça se passera mieux que la première fois, quoi. Anyway, je vous glisse le lien, en fait, de la première vidéo du semestre 1 2022, quelque part là. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dessus. Et puis, nous, on y va, let's go pour la vidéo, un livre, une phrase de la deuxième moitié de l'année 2022. Let's go. Alors bien entendu j'ai mon téléphone là, c'est ce qui me permettra de lire les livres que j'ai lus de juillet à décembre 2022. Ça me permettra au moins de savoir ce dont je dois parler parce que j'ai pas gardé tout en tête, hein, bien entendu, vous imaginez bien, mémoire de poisson rouge, voilà. Donc le premier livre dont je vais parler c'est Celle qui reste de Samuel Barbier. Je vais essayer de mettre au fur et à mesure les images des livres pour que vous ayez, voilà, que vous sachiez de quel livre je parle. Donc le premier livre dont je vais parler, ce sera Celle qui reste de Samuel Barbier. C'est un livre avec une histoire un peu tragique quand même parce qu'on est dans une histoire où on suit trois sœurs qui sont plutôt fusionnelles. L'aînée c'est la rigide, celle qui veut que tout soit carré. La Benjamine c'est l'écervelée de service, celle qui est tout feu tout flamme. Et on a la cadette, celle qui est au milieu, qui essaie de tempérer les deux tempéraments et qui fait quand même, qui aide beaucoup à la cohésion de ces trois sœurs là. Le truc c'est qu'un jour la cadette va se jeter d'un pont et va donc se suicider. Et l'histoire va continuer et nous montrer comment les deux sœurs, c'est-à-dire l'aînée et la Benjamine, vont essayer de passer cette étape-là, comment elles vont faire ce deuil-là et comment est-ce qu'elles vont faire des enquêtes pour essayer de comprendre ce qui a motivé le geste de leur sœur cadette. Donc c'est vraiment très triste parce que ça parle de deuil, on va parler des étapes de deuil aussi et chacune va traverser son deuil à sa manière. Les cervelés, vous imaginez bien qu'elle va faire plein de trucs bizarres et puis la cadette et puis l'aînée, ben à sa manière aussi, elle va pouvoir faire son deuil. Et honnêtement, c'est super intéressant de voir cette dynamique familiale là. Et je crois que j'en ai déjà trop dit. J'étais censée faire une phrase, mais je crois que ça tient en une phrase quand même. Donc on va s'arrêter là, c'est vraiment pas mal. Le second livre dont j'ai envie de vous parler, c'est La peste écarlate, suivi du Masque de la mort rouge de Poe et Jack London. Alors, La peste écarlate, c'est une nouvelle de Jack London et Le Masque de la mort rouge, c'est une nouvelle de Poe, normalement. Jack London s'est inspiré de l'histoire Le Masque de la mort rouge de Poe pour écrire La peste écarlate. Et honnêtement, j'ai l'impression que l'élément qui fait le rapprochement, c'est juste la peste qui est abordée. Parce que au niveau de la peste écarlate, on est dans une société post-apocalyptique. Il y a eu la peste qui a décimé la civilisation et on a des descendants, enfin ceux qui ont pu survivre en fait, ils sont retournés carrément à l'ère de Cro-Magnon parce que les technologies, personne n'était là pour les maintenir. Ceux qui avaient le savoir, ils ont fini par clamser petit à petit. Et dans Le Masque de la mort rouge, on est plutôt sur une nouvelle un peu fantastique avec la peste qui est personnifiée en une force maléfique qui vient
et qui vient récupérer les âmes des personnes. Donc voilà, c'est la seule chose qui fait une corrélation entre les deux nouvelles. J'ai trouvé plutôt intéressant de pouvoir les comparer et voir s'il y avait des trucs, voilà, que London récupérait chez Poe. Mais à dire vrai, il ne récupérait pas grand chose, c'était plutôt une nouvelle qui était toute fraîche en fait. Le seul élément c'était la peste, du coup, qui était la maladie de fond qui ravageait et qui faisait pas mal de morts. Le troisième livre, ce sera L'univers expliqué aux gens pressés de Neil deGrasse Tyson. Alors c'est un livre du coup qui va parler de science d'univers. Si vous aimez tout ce qui se passe dans l'univers, que vous avez envie d'en apprendre plus, éventuellement il faudra le lire, accompagner cela du reportage. Parce que je crois que pour tout ce qui est univers, espace, quand il y a des images qui sont mises en avant, la plupart du temps c'est un peu plus parlant que de lire tout de manière très lisse et tout ça. Donc c'est pas mal si vous voulez essayer de comprendre un peu comment l'univers s'est formé, parce que on va partir de la genèse, de la création de l'univers jusqu'à maintenant des milliards d'années plus tard. Et honnêtement c'est vraiment pas mal, j'ai bien aimé. Parce que c'est un peu de la vulgarisation scientifique. J'aime bien les livres de vulgarisation scientifique en général. Le suivant, ce sera Le 7e jour de Yuhua. C'est un livre qui est plutôt gore, on va dire. C'est du body horror et on va suivre en fait une relation vraiment très émouvante entre un père et son fils. Et on va les suivre dans la mort. Donc c'est vraiment très beau, c'est vraiment plein de bonnes intentions, c'est plein d'amour. Et honnêtement, je n'arrive pas à savoir comment Yuhua arrive à combiner ça avec du body horror, tout simplement. Le soleil et ses fleurs de Rupiko, c'est un recueil de poèmes. Ouais, c'est un recueil de poèmes qui sont plutôt simples, mais qui sont plutôt justes dans ce qu'ils essaient de véhiculer comme émotion. On est sur une Rupiko qui est brute, vraiment, qui se dévoile beaucoup sur les bouleversements qu'elle a pu avoir au niveau de ses rencontres amoureuses, de ses déceptions, de ce travail qu'elle a dû faire pour se reconstruire. Elle a fait un parallèle avec le cycle d'éclosion des fleurs qui était plutôt intéressant. Donc moi j'ai bien aimé. La parabole du semeur de Octavia E. Butler, c'est mon méga supra coup de cœur de l'année. J'en ai beaucoup parlé dans les vidéos, je vous parle de mes favoris, donc honnêtement je vais vous renvoyer à ça. Mais tout ça pour vous dire que c'est un livre qu'il faut que vous lisiez. On est dans un monde post-apocalyptique, des gens pour se mettre à l'abri se ferment dans des cités hautement surveillées. Et l'une des cités se fait attaquer de manière très voilà, tragique. Des survivants vont essayer de sortir de cette cité-là et vont se décider à aller s'abriter dans un Éden. Donc ce sera un voyage, c'est un voyage qu'ils vont faire à travers ce monde post-apocalyptique-là avec les dangers qui rôdent. Et la leader du groupe, c'est une jeune noire de 18 ans qui a la tête sur les épaules, qui est plutôt mature et qui prend des décisions qui sont très intéressantes. Donc honnêtement, c'est un supra méga coup de cœur pour moi, ce livre. Alors, La Dame de Pique de Alexander Pushkin. J'avais envie de découvrir ce qu'écrivaient les auteurs russes parce que je n'en avais jamais lu. Donc, je m'étais lancée sur La Dame de Pique. Mais disons que c'est un peu une histoire là, un malin et demi. Parce qu'en général, c'est un mec qui se croyait plus malin et qui va finir par voilà, on va finir par l'avoir à la fin parce qu'il n'est pas aussi malin que ça. Bon, disons que si je dois aller dans le détail, c'est un monsieur qui tente de séduire l'assistante d'une dame qui connaîtrait le secret aux cartes et qui gagnerait à chaque fois qu'elle joue au jeu de cartes. Donc il veut séduire cette assistante de la dame là pour récupérer vous savez la formule secrète des cartes, des combinaisons de cartes qu'elle connaît, et en fait ça va lui retomber dessus et voilà, un malin et demi. Sésame chagrine de Leonora Miano, c'est un livre que j'ai trouvé vraiment, honnêtement c'est un livre où le personnage principal, j'avais vraiment souvent envie de le baffer. Honnêtement c'est le cas de le dire, il me saoulait parce que tout le temps il était là à se plaindre. Ah, ma maman ne m'aime pas assez, elle a préféré son amant, bref c'est un personnage un peu comme ça qu'on va suivre de l'adolescence jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un qu'il aime, qui va le faire changer parce que c'est un vrai con, qui va passer son temps à martyriser sa mère parce qu'il veut prendre revanche sur elle, alors que bon, on ne sait pas pourquoi il prend la revanche parce que la maman de son côté elle l'adore. Bref, c'est une histoire qui est un peu
voilà, c'est une histoire de dynamique familiale parce qu'il n'y a pas que ce jeune homme là avec sa mère, il y a la grand-mère qui est aussi dans l'histoire, il y a plein de personnes qui ont beaucoup de non-dits. Et ben du coup en fait ça va faire un peu un effet boule de neige et tout ça va s'accumuler, il y aura voilà une explosion au niveau de la famille à un moment donné et les vérités seront dites peut-être un peu trop tard. Bref, on est dans ce genre de vibe. Alors ensuite il y a eu Open Water de Caleb Azuma Nelson. Alors ce livre là c'est un livre qui est vraiment très intéressant dans le sens où on ne le voit pas souvent, des écritures à la deuxième personne du singulier, il est en tu à chaque fois. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est sur deux noirs qui se rencontrent à Londres, qui deviennent amis et qui, selon les saisons de leur vie, vont se rapprocher pour être plus que des amis éventuellement. Et tout ça est vraiment transcrit de manière très... il y a un peu un côté très musical en fait dans la manière dont les phrases s'enchaînent. On sent la musique, on sent la température qui monte. On sent en fait la pression que ce jeune noir là a au niveau de la société, de la masculinité. Bref, il aborde plein de thématiques plutôt intéressantes. Et clairement, c'est un livre qui sort des sentiers battus. Et c'est une expérience que je recommande si vous avez envie de tenter autre chose. Vraiment, pas mal du tout. Une femme de cran de Jack London, c'est un recueil de nouvelles hein, où Jack London du coup il va revisiter ce qu'il adore, les grands espaces blancs. On va se retrouver dans des contrées où il fait super froid, la température est plus que négative et on va voir comment les habitants de ces contrées là survivent au jour le jour. Donc voilà, une femme de cran reprend un peu tout ça. La femme à la veste verte de Pu Songli, c'est un recueil de contes fantastiques en fait où Pu Songli va nous parler de femmes enchanteresques ou créatures enchanteresques qui du coup séduisent des hommes pour faire voilà, séduisent des hommes d'une manière ou d'une autre. Et en général ça se finit plutôt pas bien, donc voilà, parce que apparemment elle tente et elle veut vous ramener de leur côté, enfin bref. Voilà, c'est un... Ouais, c'est des nouvelles fantastiques quoi, ouais. Ensuite, il y a eu Volcanique, une anthologie du plaisir de collectif d'auteurs noirs et métissés sous la direction de Leonora Miano. Honnêtement, j'ai été agréablement surprise parce que je sais que je sais que les autrices noires en général, surtout africaines, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient africaines, elles sont assez pudiques, elles sont un peu dans la retenue sur tout ce qui est érotisme et tout ça, mais elles y sont allées franco et honnêtement les nouvelles étaient plutôt intéressantes. Il y a des plumes qui étaient super intéressantes et il y a des noms que j'ai retenus et que je vais sûrement en fait aller relire un jour ou l'autre. Donc c'était vraiment pas mal, elles ont fait ce qu'elles avaient à faire, elles ont parlé du plaisir féminin et voilà, c'était plutôt pas mal. Ensuite, il y a eu Cupid de Mark Ellsberg, c'est un thriller scientifique, c'est la première fois que je testais un thriller scientifique et du coup, on va mélanger thriller avec beaucoup de données scientifiques qui sont vraiment pour le coup qui sont vraiment dans l'économie parce qu'on va parler beaucoup d'économie. Si vous aimez l'économie, c'est bien, mais si vous n'aimez pas, en fait, vous allez avoir du mal parce que l'économie prédomine beaucoup plus sur les actions, sur la résolution du crime, sur le thriller qui est derrière dans cette histoire. Donc, voilà. Les impatiences de Jaili Amadou Amal, on est dans une communauté musulmane Peul. On va suivre 3 jeunes filles qui sont belles, qui sont jeunes surtout et qui on va être forcées dans un mariage. Et ces 3 filles-là, aucune d'entre elles ne veut de son mari bien entendu. Et d'une manière ou d'une autre, elles vont essayer en fait de se libérer en fait de cette situation qui ne leur convient pas. Et on va les suivre chacune en fait dans leur évolution et comment elles essaient de s'échapper de cette cage dorée. Parce que du coup on est dans une communauté musulmane Peul très riche et les femmes sont limite en fait enfermées chez elles. Le point zéro de Seiichi Matsumoto va nous parler, en fait, c'est un thriller à la japonaise en fait. Vraiment pour le coup, c'est vraiment un thriller à la japonaise. Ce que j'ai aimé dedans, c'est que on est dans les années 1940-1950, il y a une disparition et la femme du disparu va enquêter avec l'aide de collègues du mari pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que son mari a disparu? Et ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on est dans les années 1940-1950, on n'a pas encore de téléphone mobile, on est sur des téléphones fixes. Du coup, l'enquête avance vraiment très lentement. On est dans la retenue comme d'habitude, on parle du Japon. Il n'y a pas beaucoup d'éléments qui se passent, mais quand quelque chose se passe, on en apprend plus sur le disparu et ce qui aurait conduit à sa disparition. Donc c'était vraiment pas mal dans ce genre-là.
I Am Not Your Negro de James Baldwin et Raoul Peck. Ce sera Raoul Peck qui va récupérer les notes, les pensées de James Baldwin et va les ordonner, va en faire un documentaire, et de ce documentaire là il va faire un film qui retrace en fait la vision que James Baldwin a de 3 de ses amis qui ont été activistes dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Donc c'était vraiment pas mal parce que du coup ça nous permet de comprendre un peu la vision de James Baldwin sur l'Amérique, comment il la conçoit et sur l'évolution que cette Amérique là a réservée à ses 3 amis. Donc c'était vraiment pas mal dans le genre. Ensuite il y a eu Mort au travers de Virginie Despentes. Honnêtement j'ai absolument pas aimé ce livre, donc je ne veux même pas en parler. Voilà, c'est un livre que j'ai pas aimé, il était trash pour rien, il était vraiment cucu pour rien, il était vraiment trop trop trash, trop cru. J'ai vraiment eu du mal et j'ai pas compris l'intérêt, voilà, de ça. Peut-être que si c'était ce que je cherchais, ça m'aurait convenu, mais de base j'étais pas venue pour ça, donc j'ai été un peu déçue. Voilà. Une nuit à tuer de Vincent Nock. C'est un livre qui va être dans une ambiance un peu horrifique parce que du coup on va retrouver des amis qui vont se retrouver dans l'arrière-pays, dans une petite ville qui est vraiment très reculée, dans une forêt. Ils vont aller louer en fait un cabanon ou un chalet dans une forêt et tout ça. Et le truc c'est qu'ils vont se faire pourchasser par des habitants de la ville en question qui se baladent avec des machettes, des coupes-coupes, des haches et puis des fusils. Donc voilà, ils vont devoir fuir pour leur vie et c'est l'histoire là qu'on va nous raconter dans La Nuit à tuer. La dimension fantastique de collectif, en fait on a plusieurs auteurs classiques de fantasy qui vont avoir au moins une nouvelle dedans. Bien entendu il y aura Poe, il y a aussi Lovecraft, il y a des nouvelles de Lovecraft dedans. Donc de manière générale, si vous voulez découvrir les auteurs classiques du genre fantastique, la dimension fantastique peut vous intéresser éventuellement. Ensuite, il y a eu Ainsi parlait ma mère de Rachid Benzine. C'est un livre qui m'a énormément émue et qui parle en fait d'un jeune homme, non, disons qu'il est fin quarantaine, début cinquantaine, qui s'occupe de sa maman qui est alitée. Elle est H24 au lit et c'est lui qui s'occupe de la toilette et c'est lui, voilà, qui joue le rôle de garde-malade. Ils avaient un rituel quand ils étaient plus petits, c'était le fait qu'ils lui lisent La peau de chagrin d'Honoré de Balzac et il perpétue ce rituel-là toujours avec sa mère qui est alitée, qui lui demande cette même lecture-là. Et en faisant cette lecture-là, ils vont replonger dans le passé, comment est-ce que la maman les a éduqués, comment est-ce qu'elle a pu s'en sortir toute seule, vu que le papa était mort très tôt. Bref, ils vont retracer tout ce temps-là que les deux ont passé et le désarroi du monsieur qui a peur en fait que sa mère le quitte. C'est vraiment très intéressant, c'est très émouvant. L'intimité des fantômes de Rivers Solomon, c'est un thriller scientifique qui est un peu atypique du fait de ses caractères qui sont parfois non genrés ou qui souffrent des troubles de l'autisme. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que la Terre n'est plus viable, donc les humains se sont échappés de la Terre dans un vaisseau qui a plusieurs ponts. Les ponts inférieurs sont réservés à ceux qui sont pauvres, la majorité sont des noirs, et les ponts supérieurs appartiennent à ceux qui sont riches, à majorité blancs. Et bien entendu, on va suivre une génération qui a envie, voilà, peut-être de remuer les choses, de changer les choses, et ça va, bien entendu, ça va un peu bouger, bien entendu. Donc, c'est ce qu'on va suivre de manière générale. Personnellement, j'avais trouvé ça un peu ennuyant sur le long terme parce qu'on suivait, en fait, on avait des points de vue, enfin, on suivait des héros à chaque fois quand ils avançaient dans l'histoire et on suivait beaucoup une héroïne que je ne trouve pas, une héroïne, je sais même pas si je peux dire une héroïne. Disons qu'on suivait une héroïne qui, du coup, moi, me faisait un peu chier parce qu'elle était un peu ennuyante. Bon, c'est ce que j'en ai pensé, hein, vraiment. Mais quand même, ça reste du SF qui est très particulier, qu'on ne voit pas souvent, donc ça peut peut-être vous intéresser. Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, c'est un roman, c'est une dystopie du coup qui va parler d'un monde où les bébés ne naissent plus de manière naturelle. Ils sont créés en laboratoire, ils sont élevés dans des instituts spécifiques de sorte à ce qu'on leur accorde une éducation qui va rentrer dans la caste à laquelle ils vont appartenir, une caste qui est bien sûr censée faire un travail bien spécifique. Et dans ce livre-là, on va nous expliquer un peu comment se passe ce monde-là jusqu'à ce qu'un sauvage qui n'est pas né dans ce système-là vienne dans
la société là qui est vraiment très rigide, très compartimentée, et on va montrer un peu le clash que ça va être avec ce qui est déjà normé et le sauvage qui du coup vient avec son côté très impulsif et très, voilà, très libre finalement. Une si longue lettre de Mariama Ba, ça va nous parler d'une femme qui vient de perdre son mari. Elle est de confession musulmane, donc la religion veut qu'elle s'isole en période de veuvage. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va écrire une longue lettre à sa meilleure amie pour lui raconter un peu les émotions qui la traversent durant ce veuvage-là. Elle va passer son temps à ressasser le passé, à parler des évolutions qu'il y a eu, à parler de sa relation avec son mari et à parler aussi des injustices qui peuvent être liées à la polygamie et tout le tintouin. Mariama, la première, je crois, à parler de ça, c'était, je pense, dans les années 80, donc c'est à saluer, bien entendu. Mais personnellement, j'aurais aimé, en fait, une héroïne qui soit encore un peu plus punchy, quoi. Mais elle était pas mal dans ce qu'elle réclamait quand même, dans ce qu'elle disait, parce qu'elle dénonçait énormément de trucs. Et ça, pour la période, je crois que c'était plutôt très innovant. Lettre à ma fille de Maya Angelou est un livre que j'ai beaucoup apprécié. C'est un livre où Maya Angelou va nous parler de ses expériences, de ce qu'elle a eu à vivre comme expérience dans la vie et des leçons qu'elle en a tirées. Elle les raconte sur un ton super bienveillant pour aider toutes les filles qui pourraient se retrouver dans la même situation. Ça va à peu près. Comment ça peut finir et voir si voilà, on peut éviter de tomber dans certains pièges de la vie en général. Donc c'est vraiment pas mal. La nuit des temps de Barjavel, c'est un roman de science-fiction où on va nous parler d'une civilisation qui est vieille de plus de 900 000 ans. Et en fait, du fait de son extinction, la civilisation en question va cryogéniser 2 êtres humains. Et c'est ce que des expéditeurs polaires de nos jours vont découvrir, vont essayer de ranimer les 2 êtres humains là pour essayer de comprendre les technologies qui se font très avant-gardistes quand même malgré le fait qu'elle soit vieille de plus de 900 000 ans. Donc c'est vraiment pas mal dans le genre SF, mais avec des technologies du passé qui sont supérieures de loin à celles qu'on a aujourd'hui. Ça change en fait du classique SF, c'est le futur et tout ça. Donc c'était vraiment pas mal. Et puis il y a une belle histoire d'amour un peu à la Shakespeare. Donc voilà. Le réveillon du jeune tsar de Léon Tolstoï est un recueil de nouvelles où il va aborder des choses qu'il aime bien. Lutte de classe sociale, pauvreté et puis le divin. Voilà, c'est des nouvelles qui vont surfer sur ces problématiques là qu'il aime bien. De base, moi je voulais le lire pour essayer de voir si j'aimais la plume de Léon Tolstoï, c'est le cas, donc je vais sûrement continuer avec Anna Karenine comme je l'ai déjà dit. Et pour finir, Au pied du sapin, qui est un recueil de nouvelles où plein d'auteurs classiques vont nous parler des fêtes de fin d'année, de Noël, du Nouvel An, de manière chill. On va découvrir des plumes si on ne les connaissait pas, et puis surtout, moi je l'ai lu pendant la période des fêtes de fin d'année, donc ça correspondait vraiment au mood et j'ai bien apprécié de manière générale. Donc voilà, je crois que j'ai fini quand même. Je ne sais pas combien de livres il y a, mais je pense qu'il doit avoir au moins une vingtaine de livres pour le 2e semestre. J'espère que je ne m'en suis pas trop mal sortie. Je crois que practice make better, quelque chose du genre. J'espère que la vidéo est meilleure par rapport à la première. J'espère, je crois. Je suis pas sûre, mais on verra bien. Anyway, j'ai passé un bon moment à essayer de résumer en une phrase ces livres. Je sais que les phrases étaient supra longues, mais bon, j'ai fait au mieux. Disons que je me suis débrouillée comme je pouvais. Je crois avoir fini avec cette vidéo techniquement. Donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!